citoyens, eh bien, il y a eu des représentants de Gilets jaunes, de Français, Gilets jaunes, qui ont interpellé le chef de l'État, mais jamais sous cette forme d'une délégation constituée. Alors, on va y retourner. Emmanuel Vargon parle en ce moment même avec un Gilet jaune. Rassemblement dans un milieu rural, en fait. Et c'est vrai que sur le Mani, on a accueilli une population très très diverse, de toute classe sociale, de tout âge, enfin très très diverse, de toute appartenance politique y compris. Et on a pu, nous, s'organiser assez vite, puisqu'il y avait beaucoup de monde, hein, pour avoir je dirais un rond-point, mais si on n'est pas un rond-point, mais pour avoir un rond-point qui puisse être efficace dans son travail, dans ses revendications, etc. Et on continue aujourd'hui, par le biais de réunions de travail et d'assemblées générales, à mettre sur papier un petit peu tout ce qu'on a à dire, puisqu'aujourd'hui on a un débat qui s'ouvre. Voilà. Et je pense qu'ici, on n'est pas là pour parler de nos revendications, puisque ça, on aura l'occasion de les faire remonter par d'autres biais. Mais on avait peut-être d'autres sujets à aborder ensemble. Juste sur les revendications, si je peux me permettre deux questions. Combien de personnes à peu près travaillent dans cette dynamique-là? Juste en ordre de grandeur, c'est pour savoir... Nous, on est une centaine toutes les semaines à se réunir. D'accord. En différents groupes de travail. Et quand vous dites que les revendications remonteront différemment, vous pensez que vous allez nous les envoyer dans le cadre du grand débat ou vous pensez à autre chose? Il y aura certainement plusieurs biais. Mais le cadre du grand débat est un biais envisagé pour le moment, c'est pas figé. On est 100 personnes permanentes, mais on a drainé jusqu'à 2000 personnes sur notre lieu. Voilà, pour vous montrer l'ampleur du mouvement sur ce site. Je vais laisser parler les autres avant, hein. On continuera. Gilets jaunes de Paray-le-Monial. Donc on a commencé l'action sur une centaine de personnes donc dans la zone commerciale de Paray-le-Monial. Donc ensuite on a fait pas mal de distribution de tracts, de choses comme ça pour faire des réunions publiques. On a fédéré avec le Mani, donc on a fait des actions communes, aussi bien avec le Mani que Mâcon, que toutes les villes alentours 71. Comme dit Pierre Gaël, les revendications, Monsieur le Président les connaît, donc on aura d'autres biais de lui remonter les informations. Après, j'ai plus l'impression qu'on s'engage dans un dialogue de sourds sur beaucoup de choses. Parce que moi, en référence, je suis chauffeur routier, donc bon, l'avenir du transport français, je me vois mal être chauffeur routier dans 10 ans. Vous savez qu'on se bat vraiment pour défendre le modèle français et européen à Bruxelles. Hein. Je sais, je doute, hein, je suis truc aussi, mais après c'est compliqué parce que quand on voit qu'on met des Lituaniens et des Polonais dans des camions tout neufs alors que nous on a des trucs qui datent de l'an 15. Et pourquoi les employeurs ne changent pas les camions? Parce que les employeurs, déjà, beaucoup, avec la hausse du gasoil, eh ben, ils sont un peu pris avec ça. Les prix du voyage, ils sont obligés de les baisser parce que, avec la concurrence. Donc, forcément, les entreprises rentrent beaucoup moins d'argent, quoi. En tout cas, on se bat vraiment pour que la concurrence en Europe, elle soit loyale, qu'on n'ait pas ces systèmes de dumping. C'est ma collègue Elisabeth Borne qui est en première ligne là-dessus, et elle se bat vraiment très fortement. Je sais. On la voit en action quand même, il ne faut pas dire ce qui est. Et les principales revendications, parce que vous dites qu'on les connaît, mais en fait, c'est pas non plus un mouvement unifié, donc... Ça a surtout été la hausse des taxes. Maintenant, il y a beaucoup de gens, comme on disait tout à l'heure, qui au 15 du mois se retrouvent déjà découverts avec toutes les hausses. On s'endette à des points et ça continue, on remonte pas la pente, quoi. Et ce qu'on a fait sur la prime d'activité là qui arrive... Je la touche pas. Expliquez-moi pourquoi. Parce que je touche trop de salaire. Et tu gagnes combien? 2500 €. Et vous avez du mal à vous en sortir Oui, parce que j'ai une femme qui est encore étudiante, malheureusement. 2500 € à 2, je pense qu'on doit encore être dans les barèmes de la prime, non? Oui, mais après je sais que je la touche pas, j'ai fait la simulation, j'ai pas droit. D'accord, mais en déclarant votre femme étudiante aussi? Oui. Faut qu'on regarde, mais parce qu'il me semblait qu'on n'est pas loin de, on n'est pas loin des seuils. Tu te fais une erreur aussi, hein, c'est non, possible. Non, mais... Hein. Ok. Ouais, nous, au niveau des revendications, on a essayé de faire un document qu'on a adressé aux élus.
Comment? Oui, c'est possible. Ouais. Donc sur les grands points, ça va être rénovation de la vie politique, donc moralisation, mais très approfondie de la vie politique, avec... C'est ce que vous attendez. Moralisation, c'est prendre exemple sur d'autres pays, par exemple scandinaves, où les politiques, les représentants du peuple, vont voir leur salaire beaucoup plus encadré, il y aura beaucoup plus de transparence. C'est en Suède, je crois, que tout est disponible sur Internet, tous les frais de tous les députés. Les salaires, ils sont disponibles, ils sont publics, les salaires des membres du gouvernement. Plus de contrôle. Plus de contrôle. Donc j'allais dire plus de transparence, les frais. L'enveloppe, je sais plus comment elle s'appelle, l'enveloppe IR, je sais plus quoi là. Voilà, alors exactement. Si, je manque là dans 30 secondes. Les députés avaient avant une enveloppe de frais qui était une enveloppe de frais à laquelle ils avaient droit et puis ils en faisaient ce qu'ils voulaient, ils l'utilisaient pas, de toute façon ils y avaient droit. Les députés de la majorité actuelle ont voté à l'arrivée une loi qui supprime ça. Donc maintenant ils ont toujours des droits des frais de représentation, mais c'est sur justificatif uniquement. Donc désormais tout est justifié et il y a un système de contrôle à l'Assemblée. Donc ça c'est déjà fait. Après, pour les membres du gouvernement, il y a un salaire et il y a le fonctionnement de la vie au ministère et il n'y a pas d'autres frais. Vous reconnaissez quand même que quand on compare avec des pays comme la Norvège, il y a quand même un standing des représentants de l'État, des représentants de la nation, qui est sans commune mesure. On parle toujours des ordres de la République, c'est pas seulement une expression. Je connais un petit peu l'Assemblée nationale pour l'avoir fréquenté professionnellement il y a quelques années. On vit dans un décorum, dans un univers qui n'a absolument rien à voir avec celle de l'ensemble de nos citoyens. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, ça pose problème maintenant. Parce que même avec la meilleure volonté du monde, on finit par être happé par ce genre d'environnement et on perd le contact avec la réalité, Madame Borgon. Non mais, moi c'est une question qui m'intéresse en fait, parce que c'est un sujet qui remonte beaucoup dans les discussions que je peux avoir avec des gens qui portent des gilets jaunes, mais aussi dans les sujets grand débat. Moi, j'ai travaillé en entreprise. Quand j'étais en entreprise, j'étais en open space. Donc voilà, comme tout le monde. Et là, je suis dans un des ministères. Donc c'est plus grand. C'est en l'occurrence la partie dans laquelle je suis. Il n'y a pas de dorure, mais il se trouve que c'est un hasard. Et je comprends la question qui est posée parce que d'une certaine manière, c'est un outil de travail. Cet outil de travail, il était là avant nous, il sera là après nous. L'Assemblée nationale, c'est aussi, c'est la maison de tout le monde, c'est la maison des députés, c'est la maison des citoyens. Mais c'est vrai aussi que ça peut avoir un caractère enfermant. Donc je trouve que c'est un point qui est légitime. Je ne sais pas bien quelle est la bonne réponse à apporter. Pour illustrer mon propos, j'étais encore dans l'armée quand on a créé Ballard. Oui. Ballard, c'est pas doré. Non, mais Ballard, le ministre, n'y est pas, vous le savez très bien. L'hôtel de Brienne est resté le ministère de la Défense. Et on a trouvé de bons arguments, de représentation, le ministère de la Santé. Alors que la logique était que tout le monde, y compris le ministre, soit regroupé à Ballard. Le ministère de la Santé, c'est un ministère avec la majeure partie des services, et le ministre est dans le ministère de la cohésion des territoires, là, qui vient d'être rénové. Ça veut dire qu'il y a donc il y a une licence monarchique dans la République et qui aujourd'hui commence à poser vraiment problème. Mais je trouve que vous posez une bonne question. Je ne sais pas comment on arrivera à répondre à ça, mais en tout cas, je trouve que cette question est vraiment légitime. Moi, justement, je voulais interpeller là-dessus par rapport aux députés. La question de l'enveloppe. Moi, je me pose la question, est-ce que le système d'avoir une enveloppe comme ça régulière des députés, est-ce que c'est pas une erreur? C'est-à-dire, est-ce que ce serait pas à l'Assemblée nationale de rémunérer directement pour chaque député, et elle estime, on fait un rapport là-dessus, qu'un député a besoin de tant de secrétaires, tant d'assistants techniques sur tel domaine, et les rémunérer en conséquence. Déjà, pour réduire toutes les suspicions qu'il y a eu, il y a eu plein d'affaires, que ce soit même pas, sans aller à l'emploi fictif, mais il y a la question de pourquoi est-ce que certains qui arrivent avec des petits diplômes sont extrêmement rémunérés, pourquoi est-ce que d'autres qui ont planché, qui ont bac+5, bac+6 en droit public et qui sont simples assistants, alors qu'ils ont des grosses compétences, ne le sont pas. Donc moi je pense que par rapport notamment à tous les assistants, tout le fonctionnement d'un député, ça devrait être pris en charge par l'Assemblée nationale, voire même également, pourquoi est-ce que l'Assemblée nationale ne pourrait pas être, ça aurait dû être fait peut-être depuis longtemps, propriétaire des tenues, des lieux où ils peuvent travailler, que ce soit donc
à l'Assemblée nationale, autour de l'Assemblée nationale, ou même en province. Parce que les députés ont un coût à chaque fois de fonctionnement qui est énorme et qui pourrait être amorti comme ça. Aujourd'hui, les gens, on n'imagine pas quelqu'un qui a un salaire louer toute sa vie. On imagine bien qu'il va acheter pour que ça lui coûte moins cher. Pourquoi est-ce que les députés en sont toujours à louer leur local et pourquoi ce n'est pas l'Assemblée nationale qui en est propriétaire? Ça coûterait moins cher. Moi, je vous dis ça, c'est... Encore une fois, moi je suis intéressée et ouverte vraiment à ces discussions parce que je pense qu'elles sont importantes. Moi je suis assez récente en politique et depuis que je suis arrivée là il y a quelques mois et que j'ai toutes ces discussions parce qu'il se trouve que c'est la période qui s'y prête, je sens une remise en cause, une défiance des Français vis-à-vis des gouvernants, gouvernement, parlement, etc. très forte et c'est pas soutenable, on ne peut pas vivre dans une démocratie dans laquelle les gens n'ont pas confiance dans leurs dirigeants. Donc il faut qu'on trouve une réponse. Et si on a massivement cette expression, c'est qu'on a besoin de trouver une réponse. Après, il y a des réponses techniques pour l'Assemblée nationale. Je vous avoue, je ne les connais pas très bien, donc ça mérite d'être regardé. C'est pas le cœur des revendications des Gilets jaunes. Et il y a aussi le fait qu'un député, personne ne sait, lui ou elle non plus, s'il sera député pour une mandature, pour 2, pour 3, si c'est plus la même personne, c'est plus la même permanence, c'est pas la même ville d'élection. Donc il y a des choses qui sont, probablement sur lesquelles on peut avancer, d'autres sur lesquelles c'est plus difficile. Mais je voudrais quand même dire que les députés, moi j'en côtoie quand même quelques-uns là depuis 4 mois que je suis là, ils bossent 70 à 80 heures par semaine. Donc autant on peut dire... il y a des problèmes de transparence, on pourrait trouver des systèmes plus efficaces, on pourrait trouver une manière d'avoir un État plus modeste en fait, moins majestueux, moins majestueux. Autant les députés, les membres du gouvernement, les cabinets, etc., tous ces gens-là bossent beaucoup. Et donc il faut faire attention parce que on peut mettre en cause le train de vie, mais c'est... Oui, je sais. C'est vrai. Ils bossent beaucoup aussi. Les médecins sont pas payés de façon très différente des députés ou des membres du gouvernement, et c'est pas l'un plus que l'autre, hein, mais... Une infirmière, oui. Mais bien sûr, ils bossent beaucoup. Oui. On peut prendre les CRS qui nous ont encadrés toute la journée aussi. Non, mais c'est vrai, les fonctionnaires de police, mais c'est vrai des artisans, c'est vrai des médecins, y compris des libéraux. Il y a beaucoup de gens qui bossent beaucoup. C'était pas un a contrario. Non, mon argument, c'était juste de dire Bon, de toute façon, il suffira pas de payer moi les députés pour envoyer les gilets jaunes à la maison. C'est sûr. La différence entre les deux, c'est que les députés sont rémunérés par l'argent public, nos impôts, et en entreprise, c'est l'entreprise qui rémunère, c'est différent. Donc c'est sur ce point-là qu'on s'entend. Voilà. Après. Ça va un peu plus loin, puisque on porte aussi les revendications du référendum d'initiative citoyenne. Voilà. On va continuer du coup parce que je vous ai... Bon, ça le sujet, on va pas revenir dessus, il est connu. Voilà. Revoir les salaires et les privilèges des élus et des hauts fonctionnaires, hein, parce que les hauts fonctionnaires sont aussi concernés, et remettre le citoyen au cœur en fait au cœur de la vie publique. Tout le monde le demande. Enfin, je veux dire, même gilet jaune ou pas gilet jaune, convaincu, moins convaincu sur certains sujets, tout le monde est d'accord pour s'exprimer en fait. Donc il faut arriver à nous donner, voilà, et il faut arriver à trouver un moyen de prendre en compte cette expression. On voit très bien que le vote, j'ai voté toute ma vie, il n'y a pas de souci là-dessus, mais on voit bien que l'abstention, le vote blanc est quand même hyper élevé ces dernières années. Ça traduit quand même un malaise. C'est une désillusion, les gens sont désabusés par rapport à notre système politique et nos représentants. Dans la vie de tous les jours, moi je vais voir mon député sur un truc très spécifique, il me dit implicitement que de toute façon il ne fera pas remonter. Ah bon, d'accord. Donc comment, en fait, les critiques à l'encontre des Gilets jaunes vont reprendre, exercez vos moyens démocratiques, vous n'avez pas à aller dans la rue, on a des moyens démocratiques de s'exprimer, sauf que ces moyens, on les a déjà utilisés. On n'en serait pas là, je veux dire, si je ne serais pas depuis le 17 novembre, tous les samedis et la semaine, dans la rue, si j'avais pas éclusé tous les moyens qui étaient à ma disposition avant, quoi.
Et plus largement, on voit bien que le résultat de la dernière élection présidentielle pose un vrai problème de démocratie telle qu'elle fonctionne actuellement. Aujourd'hui, beaucoup de gilets jaunes sont des citoyens qui ont voté pour Emmanuel Macron au deuxième tour de l'élection présidentielle. Beaucoup parce qu'ils ne voulaient pas voter, parce qu'ils voulaient d'abord voter contre Marine Le Pen. C'est une démocratie un peu par défaut, c'est un choix par défaut, et forcément, ça ne peut pas créer, je pense, l'adhésion, la large adhésion dont a besoin un président de la République pour mener une politique, surtout quand elle ambitionne de réformer profondément l'État. Pour rappeler quelques chiffres, on a 57,7 en âge de voter, et Emmanuel Macron a été élu avec 20,7 millions. Donc il manque quelques millions quand même pour faire une majorité absolue aussi. Donc quand on entend tout le temps le président a été élu à la majorité. Oui, dans notre système politique actuel, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est le pire des systèmes, à l'exception de tous les autres. On n'a pas tellement trouvé mieux que la démocratie. Moi, je vous rejoins quand vous dites que des taux d'abstention élevés, durables, c'est un gros problème démocratique. Et si on a ouvert ce grand débat, c'est aussi parce qu'on a compris que on allait interrompre la manière dont le gouvernement gérait son programme de réforme et ses actions, et qu'il fallait absolument comprendre le message qui était passé pour ces 2 mois, novembre et décembre, et proposer de mettre des sujets assez centraux au débat, puisqu'on a mis la démocratie, on a mis la fiscalité, on a mis la transition écologique, dont on parle quand même, et c'est bien, puisque finalement c'est parti de ça aussi, c'est parti du financement de la transition à travers la taxe carbone, et puis services publics. Donc c'est aussi, on essaye d'inventer, comme on peut, un exercice démocratique un peu différent d'habitude, où on ne renvoie pas à l'élection. Et après, le référendum a été évoqué, vous l'évoquez, il est évoqué dans plein de contributions. Il y a eu plein de prises de parole politiques, à commencer par celle du président qui a dit qu'il n'excluait rien du tout. Donc voilà, on est à un moment où tout est ouvert. Il n'exclut rien du tout, mais il garde le cap. Au bout d'un moment, on peut être sceptique quand même par rapport à l'issue du Congrès national. Oui. Il a dit qu'il gardait le cap, notamment en novembre et en décembre, mais si vous lisez sa lettre, qui est quand même le texte qui est la base de cet exercice, et si vous écoutez toutes ses dernières déclarations, il est très clair sur le fait qu'il comprend qu'il y a un avant, un après, que ce sera un acte 2 qui veut gouverner autrement, donc il y a une vraie motivation. Moi je le vois quand même relativement souvent, et cette motivation elle est là, ça j'en suis vraiment convaincue. Moi je vais vous dire, j'y crois pas du tout, parce que déjà, quand il arrive à la présidence, il a dit qu'il toucherait pas aux retraites, il y a touché, il a enlevé l'ISF. Donc bon, ça fait un peu beaucoup déjà. Il y avait une réforme des retraites qu'il fallait faire. Oui, mais il avait déjà dit dans un premier temps qu'il y toucherait pas forcément. De toute façon, elle n'est pas votée la réforme, elle n'est même pas présentée. La réforme des retraites, elle est en concertation, et en celle-là, il y a beaucoup de citoyens qui ont participé à la réflexion. On a un pays limitrophe qui n'est pas européen comme la Suisse, c'est quand même les habitants, c'est les citoyens qui votent s'ils sont pour ou contre la chose qui se met en place. Après, là-bas, ils votent pour, c'est pour. Après, ils s'en mordent les doigts si c'est voté. C'est contre, c'est contre. Ils vont pas chercher à la passer de force ou quoi que ce soit, c'est terminé. Les retraites, la proposition, il n'y a même pas de proposition du gouvernement pour l'instant. Il y a quelqu'un qui concerte, s'appelle Monsieur Delevoye, qui essaye de construire un chemin possible pour les retraites, qu'il fait d'ailleurs avec plein de Français, parce qu'il y a eu une grosse concertation qui a eu lieu assez longue, et le projet est même pas mûr. Donc il est en train d'être construit, et après il sera présenté, donc avant de dire si on va le voter ou pas, et si ça doit être les citoyens directement, ou si ça doit être l'Assemblée, voilà, la réforme elle est en cours de conception. Je vais vous dire que pour beaucoup de choses, je pense qu'on devrait en venir un peu comme la Suisse, de laisser voter les citoyens un peu pour le pour et contre aussi, parce que si à chaque fois on vote contre et puis qu'on se fait avoir par le 49.3 ou des choses comme ça, ça fait un peu mal. Si vous avez bien compris, à un moment donné, les citoyens se sentent complètement délestés de la maîtrise de la vie politique de leur pays, complètement dépossédés. Je pense, on a fait quand même un courrier très synthétique, hein, que si vous voulez le prendre, vous le prendrez. Mais je veux dire, rien que sur la moralisation de la vie politique, quand on écoute toutes les idées des gens, on pourrait écrire un bouquin.
Parce qu'on va entendre au milieu le nombre de mandats, le nombre de nominations successives au maximum dans une vie d'un citoyen, les casiers judiciaires, les grosses affaires comme les affaires Fillon, on devrait même pas les voir. Même pas les voir dans notre pays. Voilà, non mais on est d'accord. Mais n'empêche que c'est inimaginable de voir encore ça se traiter devant des tribunaux aujourd'hui. Et ce qui paraît le plus fort dans la tête des gens, c'est qu'il y a vraiment une caste en haut, qui se nourrit, qui s'entretient elle-même, c'est de père en fils, c'est de copinage, etc. Et il n'y a plus d'accès véritable du citoyen à cette vie politique et à la maîtrise de sa vie politique. Voilà. Que des députés votent eux-mêmes ce qui les concerne, déjà, rien que ça, c'est choquant, par exemple. Par exemple. Bon, après, on pourra en disserter sur des pages, des pages et des pages et des thèmes. On a d'autres sujets, je pense, en plan. En fait, pourquoi les gens du Mani avaient mis ce point-là en tête, c'était se dire tout simplement, si on voulait bien faire un ensemble de rénovations dans le pays, justice fiscale, nos revendications, etc., si on ne commence pas par changer le système politique, prochain gouvernement qui passe et que ça ne lui plaît pas, il balaye tout ce qu'on a fait là sur ces derniers mois. Voilà. Donc en fait, c'est de dire il faut déjà modifier le fonctionnement politique pour que ce qu'on va nous insuffler dans la vie du pays puisse rester. Ensuite, on a la justice fiscale, c'est pareil, il y a un volet, enfin c'est beaucoup d'idées qui sortent et beaucoup de gens vont s'exprimer, ça sera de toute façon remonté d'une façon ou d'une autre, soit par des commissions de gilets jaunes, soit par le biais du site internet, etc. On verra bien. Et il y a ensuite toutes les revendications des gens. Parce qu'évidemment, avant de pouvoir mettre des revendications en place, il faut les financer. C'est pour ça que la justice fiscale passe en volet numéro 2. Et chez nous, on a mis la transition écologique en dernier, parce que tant que les gens n'ont pas les moyens d'assurer eux-mêmes une... Je veux dire, après, il n'y a pas que le peuple qui doit assurer la transition écologique. Quand on voit les gros scandales sur le glyphosate, quand on voit la façon dont tourne l'agriculture aujourd'hui, quand on voit ce qu'on laisse faire aux industriels, quand on voit les taxes sur la pollution qui, en fait, détaxent tous les plus gros pollueurs, on se dit qu'il y a un gros souci. Et c'est pas aux citoyens d'aller payer la dépollution. Payer, mais à hauteur de ce qui pollue, surtout. Puisque... Ça, c'était pour le long terme, parce que ça va mettre quand même un certain temps à se mettre en place. Donc, rénovation de la vie politique, justice fiscale, écologie. Dans l'immédiat, par contre, on a vraiment la détresse sociale. On a des gens qui sont à 600 €, qui, le 15 ou le 20 du mois, ne peuvent plus mettre d'essence dans leur voiture pour se déplacer, ne peuvent plus manger correctement. Donc, parce que oui, ils vont manger, hein, on est d'accord, ils vont manger des pâtes. Ils vont manger des pâtes pendant 10 jours. Donc quand on entend, je sais plus si c'était un député qui dit qu'avec 5 000 € ils mangent des pâtes, ceux qui ont 600, comment voulez-vous qu'ils le prennent, quoi? Je veux dire, moi je suis à mon compte, ça va pour moi. Si je suis là aujourd'hui, c'est aussi par solidarité avec tous ces gens-là. Quand on voit quelqu'un qui va manger des pâtes au 15 du mois, quelqu'un qui a sa fille qui est handicapée, puis qui va attendre 6 mois son allocation parce que papier. Quand on voit nos grands-mères, nos grands-parents dépérir dans les EHPAD parce que c'est pas assez contrôlé non plus, quand on voit plus de 2 000 € de loyer par mois par résident, mais que les pauvres aides-soignantes, elles sont 2 par service au SMIC, où va l'argent en fait? C'est le fil conducteur, c'est où va l'argent et pourquoi les plus vulnérables n'en profitent pas un petit peu plus, parce que on parle beaucoup aussi, j'entends beaucoup parler d'assistanat. Pour moi, c'est de la solidarité, c'est pas de l'assistanat. Quelqu'un qui peut pas travailler parce qu'il est handicapé, il peut pas travailler, quoi. Les gars, il faut remettre en contexte. Je veux dire, il a une allocation, une indemnité, parce qu'il peut pas faire autrement. Et que si un jour on est dans cette situation-là, si demain je me fais renverser et que j'ai un handicap, je serais bien contente d'avoir mon allocation. Enfin, je veux dire, notre système social est bien fait. Assurance chômage, assurance maladie, handicap, minimum sociaux. On a des acquis. Après, il faut arriver à optimiser tout ça pour que les gens aient de quoi vivre dignement, que ce soit de leur travail, de leur allocation, de leur retraite. C'est pas normal, et comme il n'est pas normal non plus que des gens soient SDF aujourd'hui en France. Y a tout plein de sujets en fait, mais ça c'est la détresse sociale pour moi. C'est des cas, c'est des drames personnels.
C'est vraiment quand il y a quelqu'un qui vous dit « moi j'ai fait une tentative de suicide parce qu'au travail ça ne devenait pas possible, ça fait des années que ça dure, le médecin du travail, enfin voilà, ils ont falsifié le dossier, ça a été reconnu, hein, donc enfin c'est tout des petits cas comme ça, très particuliers, hein, parce que oui, après il faut vraiment se plonger, et oui voilà, il faut se plonger dans le vécu en fait de la personne pour les comprendre, mais voilà, pour moi c'est des drames personnels quand il y a une dame de 70 ans qui dit bah moi avec ma retraite je peux pas aider ma fille, c'est un drame personnel. Quand on est parent et qu'on ne peut pas financièrement aider ses enfants qui en ont besoin, c'est un drame personnel pour moi. C'est de la détresse sociale. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est la détresse la plus visible parce que au-delà de cette catégorie de la population, c'est une catégorie qui s'en sort tout juste, mais qui est à la merci, mais qui est à la merci du moindre accident de la vie. Une panne de voiture, le fait d'avoir besoin de changer sa voiture, des soins dentaires qui sont mal remboursés, des lunettes, des études pour les enfants, et là on peut plus. Et là après c'est la spirale, l'endettement, le surendettement, et là il y a des mesures urgentes à prendre pour ces gens-là. Il faut que d'abord, on a un système qui est assez redistributif en France. Hein. Vous savez, si on regarde les revenus avant impôt, l'écart entre les 10% les plus aisés et les 10% les moins aisés, c'est à peu près de 1 à 8. Je parle des 10%. Ouais. Et quand, après impôts et redistribution et prestations sociales, on passe de 1 à 4. Donc on a un système qui est assez massivement redistributif, en masse. En masse, ça ne veut pas dire qu'on résout toutes les situations individuelles que vous citez. Les statistiques, ça ne remplit pas le frigo. Après, ce qu'on essaye de faire, c'est de trouver le bon point d'équilibre pour les personnes qui n'ont pas de revenus du travail du tout, parce que détresse sociale, minimum social, RSA ou allocation adulte handicapé, etc. Et la hache, par exemple, elle a été pas mal augmentée, elle va continuer à augmenter dans la période. Un système qui encourage les gens à vivre de leur travail, donc qui fait qu'on n'a pas ce qu'on appelle une trappe à pauvreté, c'est-à-dire quand vous étiez dans les minima sociaux et que vous commencez à gagner de l'argent, en fait, le système vous reprend plus que ce que vous gagnez parce que le système est mal fichu. Donc c'est ce qu'on essaye de surmonter pour les gens qui gagnent jusqu'à peu près un SMIC mensuel. Et après, comment est-ce qu'on fait pour qu'il puisse y avoir une progression et qu'on ne soit pas non plus à la merci des accidents de la vie? Et c'est aussi pour ça qu'on a remis de l'argent sur la prime d'activité. Et du coup, on a la question des gens qui sont vers le haut de ce barème-là, c'est pas très élevé, mais qui sont, j'imagine, à peu près dans votre situation, à partir de 2 000 € par mois, où là, toutes les aides s'arrêtent, et moi, je vois plein de gens qui me disent, eh ben, j'ai droit à rien. J'ai droit à rien parce que je suis juste trop payé. Voilà. Il y a l'effet de seuil. Ouais. Et c'est ça qui est très compliqué. On décale en fait le problème à chaque fois d'une tranche, soit vers le haut, soit vers le bas. Mais vous avez raison. Il faudrait qu'il y ait une approche plus individualisée et à la limite, quitte à globaliser toutes ces aides, en faire une enveloppe globale en fait, et à individualiser le suivi. Je ne sais pas, vous n'avez pas forcément suivi, mais il a annoncé dans une annonce sur la manière de repenser les sujets solidarité et pauvreté, il a annoncé la création de ce qu'il appelle le revenu universel d'activité, qui serait la fusion de toutes ces aides et qui serait vraiment individualisé et qui permettrait d'accompagner les parcours. Mais le diable est dans les détails dans ces sujets-là parce que c'est compliqué et on a une somme de plein d'aides qui s'ajoutent, qui sont pour les aides au logement, les allocations familiales, etc. Dès qu'on globalise, potentiellement, il y a des perdants dans ces réformes. Et donc, c'est très compliqué de faire des réformes dans lesquelles on touche des situations personnelles, même si on dit c'est pas pour les gens qui touchent les aides aujourd'hui, ça sera pour les suivants. Mais vous avez raison, on a à la fois beaucoup de dépenses sociales et à la fois, il y a plein de gens qui passent à travers les mailles du filet et il y a plein de situations de détresse dans lesquelles les gens ont l'impression que le système les rend fous parce qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir. Ça, on en est conscient, mais c'est à la fois immédiat et à la fois, il faut tout remettre à plat parce qu'en fait, on a beaucoup additionné des mesures et l'addition de mesures sur d'autres mesures, ça marche pas très bien. C'est ça, il faudrait redonner de la cohérence. Mais je vais quand même intervenir sur le fait qu'à chaque fois, on parle entre guillemets de gros sous, on parle d'aide à redistribuer, etc., etc. Je ne vais pas vous dire que c'est inutile, ça marche, mais pour moi, ça marche sur du court terme. Arrive un moment, je pense qu'il faut essayer de recentrer quand même le problème sur ce qui ne va pas et ce qui pourtant est essentiel. La nourriture, l'accès aux énergies, le fait de pouvoir se déplacer, alors que ce soit par voiture électrique, il n'y a aucun souci là-dessus, ou par ce que les gens ont actuellement, hein, ou le fait de se loger.
tout ça, il y a une réalité également, c'est que ça coûte beaucoup trop cher. Faut le dire. Et non seulement. Non mais tout à fait. Non mais il y a la TVA, 20%. L'État peut faire des choses dessus. Moi je suis pas certain qu'à chaque fois en rajoutant des aides, finalement vous avez comblé les aléas d'un marché. C'est très problématique. Vous avez des gens qui travaillent dans le transport, ils ne savent le prix de l'essence finalement peut fluctuer n'importe comment. C'est pour ça qu'on essaye de sortir de l'énergie, du diesel pour avoir des prix de l'énergie. L'histoire de la hausse du gasoil, ça peut vraiment mettre une entreprise à mal. Par exemple, les denrées alimentaires, on peut parler des denrées alimentaires. Aujourd'hui, des produits manufacturés chinois qui coûtent moins de 1,50 €, 2 €. Il y en a combien sur le marché? C'est pas alimentaire ça. Non, mais je vous donne un exemple. Okay. Il y en a des quantités énormes. Oui. Il y en a plein, d'accord? Ouais. La salade, à la coopérative du coin, elle coûte 2 €. Ouais. Il y a quand même un souci, c'est-à-dire qu'il y a un souci de priorité dans ce que les gens peuvent consommer, peuvent acheter. C'est-à-dire que plus ça va, plus la nourriture coûte cher par rapport à ce qui semble être de la production de masse. Et c'est un souci parce que les gens qui n'ont pas d'argent vont d'abord acheter à manger, ils vont d'abord chercher à se déplacer. Donc je pense qu'il faut également recentrer là-dessus. Il faut que le gouvernement trouve des solutions pour recentrer aux essentiels. Parce que je ne suis pas certain que les gilets jaunes veulent avoir accès au luxe, ils ne veulent pas forcément avoir accès à une voiture de marque. Je pense qu'il y en a plein qui aimeraient avoir accès à une voiture électrique pour dépenser absolument rien. La voiture électrique, elle est pas mal aidée en ce moment. Ça reste cher parce que la voiture électrique, c'est le début. On est au moment où ça commence à marcher avec un peu plus d'autonomie qu'avant. Avant, l'autonomie était tellement basse que de toute façon, c'était vraiment très compliqué. Maintenant, on commence à avoir 300-400 km d'autonomie et il y a des primes. Mais c'est vrai qu'elle reste chère unitairement, même si après, elle coûte moins cher par mois. Écologiquement, ça émet pas de gaz à effet de serre. Après, ça pose plein d'autres questions. Ça pose des questions de recyclage des batteries. Mais pour l'instant, notre urgence absolue, c'est quand même le réchauffement. Et les Nations Unies ont encore sorti une statistique, là, il y a 2 jours, qui dit que les 4 dernières années sont les 4 années les plus chaudes depuis 1950. On est en explosion de réchauffement climatique. Donc les gaz à effet de serre, c'est... Parmi toutes les urgences climatiques ou toutes les urgences écologiques, c'est probablement la plus urgente parce qu'on a vraiment très peu de temps pour essayer d'infléchir un peu la trajectoire. Et pourquoi les avions et les cargos ne sont pas passés à l'autre des émissions? Alors ça c'est pareil, c'est une bonne question. On le sait, mais c'est possible. Alors, oui, c'est compliqué et oui, c'est possible. Pour faire court. Après, si j'ai encore le temps, j'ai encore 1 minute. Bon. C'est possible parce que c'est comme... Oui. On a quand même un collègue qui est retraité qui n'a pas encore... Oui, bien sûr. Je préfère vous donner la parole. Les retraités, ils sont vraiment dans la mouise, hein, qu'ils soient les retraités ou la base des salariés. Et qu'est-ce que vous prévoyez faire? Parce que vous nous avez collé la CSG, hein. Oui, vous avez arrêté, mais en tout cas, vous nous l'avez bien mis sur la tête. Hein? Parce que jusqu'à l'heure actuelle, les gens, c'est pas tellement l'écologie qui regardent, c'est les salaires, le SMIC qui devrait être augmenté. Sur les salaires, les primes, moi je suis pas d'accord, et je ne serai jamais d'accord dans la plupart des gens qui viennent nous voir. La question de ce qu'ils veulent, c'est réélever le prix du salaire. D'abord, les salaires, ça dépend aussi des entreprises. Bon, il y a une partie de la réponse qui est l'État, mais les salaires, notamment l'État, il fixe le SMIC. Mais pour le reste, tous les salaires, l'augmentation des salaires, c'est les négociations de branche, c'est les partenaires sociaux et c'est les entreprises. Après... Le gouvernement pourrait mettre quand même son appui. La seule chose, c'est qu'à chaque fois qu'on augmente le SMIC, on détruit de l'emploi non qualifié en France. Parce que on a beaucoup baissé les charges sur les salaires. Hein. Vous en détruisez maintenant avec les nouvelles technologies. Ça, c'est pas assez. On supprime du personnel, on robotise à tir d'arigot, on met les gens à la porte. Alors vous me dites que vous faites de l'emploi? Je vous dis qu'on se bat pour faire de l'emploi. Vous vous battez? Vous parlez, c'est tout. Vous, à votre milieu, à vous, vous parlez, mais les actes se font pas. C'est ça qu'il faut regarder. Les actes, ils se font. Moi, je m'occupe de transition écologique. Et puis, la
dernière fois que j'étais dans la région, j'étais pas ici, j'étais à quelques kilomètres, à Montbard, où là ils refont une filière agricole où ils créent de l'emploi, un lycée agricole, un lycée professionnel qui font des formations sur les énergies renouvelables. Ça fait des emplois concrets pour des jeunes concrets. C'est micro, c'est territoire par territoire qu'on crée de l'emploi. C'est pas d'en haut, je suis d'accord, c'est pas d'un ministère. Mais comment expliquer que les entreprises aient pu verser des primes exceptionnelles? Non, les entreprises ont pu verser des primes exceptionnelles, on le sait. Je vous dis que la négociation salariale en entreprise, ça reste quelque chose qu'il faut. Le SMIC, c'est le salaire minimum. Les primes exceptionnelles, heureusement, elles sont versées à tous les salariés qui ne sont pas que au salaire minimum. Le SMIC, ça ne règle pas la question des salaires. C'est un taux horaire minimum, mais il y a heureusement plein de gens en France qui sont payés un petit peu au-dessus du SMIC. Donc quand vous augmentez le SMIC... Mais vous dites que les entreprises ne peuvent pas forcément augmenter les salaires, mais moi je vous dis que là on a eu beaucoup de versements de primes exceptionnelles, donc ça serait possible d'augmenter les salaires. C'est que quand on augmente les salaires, et là je suis désolée de repasser par un effet macroéconomique parce que c'est pas entreprise par entreprise que ça se joue, le coût salarial devient plus élevé et il y a des entreprises qui ne créent pas de nouveaux emplois, voire détruisent des emplois à moyen terme parce que le coût est trop cher. Donc la solution, c'est pas d'augmenter le coût du salaire de base, la solution c'est d'augmenter les compétences et d'armer les entreprises pour mieux répondre aux besoins des marchés, dans les marchés internationaux. Donc le SMIC, ça épuise pas la question, mais j'aurais besoin de plus de temps pour vous répondre. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre... Déjà, on n'est pas d'accord parce que moi, je maîtrise la technique de la fiche de paie, je peux vous garantir que c'est très simple d'augmenter les salaires sans que ça coûte plus à un patron. Voilà. On a déjà beaucoup baissé les charges. Mais il y a plein de moyens, il y a plein de moyens. Après, peu importe, il y a plein de moyens. Il dit qu'actuellement, nous opposons la fin du mois à la fin du monde et à la fin de mois. Voilà. Et si je peux me permettre d'ajouter quelque chose, et si vous voulez bien le transmettre au président en personne, je me suis intéressé au discours d'investiture prononcé par Laurent Fabius le 14 mai 2017, et j'ai trouvé que sa conclusion était particulièrement adaptée à la situation. Il parlait d'apaiser les colères, de réparer les blessures, de lever les doutes, de tracer la route et d'incarner les espoirs, et il conclut en disant: c'est pour tout cela, Monsieur le Président, que votre réussite sera la réussite de la France. Et je crois que c'est vraiment le message du moment, parce que cette crise, il va falloir qu'elle se termine. Il faut que les gens arrêtent de souffrir, et qu'on ajoute la souffrance des violences policières, de la répression, à la violence sociale et à la violence économique. On va s'arrêter sur ces deux phrases, la phrase de votre ami et le discours de Laurent Fabius, et j'en ferai part au président. Merci. Merci à vous.